Bonjour à tous, c'est Vaco. Salut à tous, c'est le Carla Dodu. On se retrouve donc comme toutes les semaines pour un nouveau podcast et aujourd'hui on va poursuivre le développement du gameplay de l'armée orc et gobelin. Et on attaque avec Horde de Trolls. Exactement, on a présenté l'entièreté des unités, on a exploré beaucoup de choses. Maintenant on va pousser beaucoup plus loin la réflexion autour du jeu alternatif, puisqu'on va effectivement parler du gameplay. Si je pouvais ne pas avoir la Wagnomade sous les yeux, ce serait encore mieux. Tac, voilà. Raphaël, je te laisse la main, t'as beaucoup train depuis un an l'Horde de Trolls, parle-nous-en. Ouais, ça va faire un petit peu plus d'un an que je la joue très 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 régulièrement. Je l'ai même presque plus joué que la Grande Armée au final. C'est une bonne armée, je me suis vraiment bien amusé avec. Et elle offre plein de mécaniques en fait qui sont très intéressantes, qu'on peut avoir en Grande Armée, mais que je trouve plus techniques. Plus techniques. Par contre, c'est une armée qui demande une très bonne connaissance des règles aussi. Paradoxalement, c'est un petit peu le truc qu'on voit à Warhammer, c'est souvent plus les armées paraissent connes et un petit peu mononeuronales, plus elles sont techniques à jouer. Absolument. Et justement, c'est ça que j'aime beaucoup avec l'Horde de Troll, c'est que ben, c'est quand même la moitié de ton armée est stupide en fait. c'est c'est assez intéressant. Eh bien, on peut s'y coller si tu veux. Eh ben écoute, c'est parti, on va reprendre, donc comme tu l'avais un petit peu préparé, on va reprendre un petit peu la liste de composition d'armées et tu vas refaire un bilan un peu succinct des limitations d'unités, les unités qu'on va pouvoir jouer et en quelques mots, qu'est-ce qu'on en fait. Alors, donc, jusqu'à 50% de la valeur en poids de l'armée en personnage, hein, bon, bah ça, voilà, hein, pas de surprise. Unité de base, grosse variété, donc 33%, donc c'est une armée où vous allez avoir besoin de pas mal de points de base. Après, vous avez le droit de mettre une bande de trolls par tranche de 1000 en base. Bon, heureusement, hein, parce que sinon, là, ça deviendrait dur quand même de la sortir, l'ordre de trolls. Mais là, pour le coup, ça apporte vraiment un truc intéressant, parce que le troll coûte quand même assez cher, bon, pour de l'orc et gob, hein, soit dit en passant. Mais voilà. Et ce système-là permet vraiment cette cette bande de trolls par tranche de 1000, plus une bande additionnelle aussi par mégère prise, ben, ça permet quand même d'assez vite combler les 33% et ça incite vraiment à jouer du troll, quoi. Et à un moment, faut pas déconner, t'es hors de troll, tu joues des trolls. Oui, puis du pack de trolls armes lourdes, c'est pas vraiment ce qu'on appelle de l'unité de base taxe ou sanction, quoi. C'est ça, voilà. Et après, on attaque aussi. Donc, oui, en personnage d'ailleurs, aussi, grosse particularité, vous pouvez jouer plusieurs mégères. Donc, ça c'est quand même pas mal. Surtout quand elles sont sous double régène, mais ça, on y reviendra plus tard. Unité spéciale jusqu'à 50%. Bande de trolls et char à loup gobelin. Ensuite, 0-1, bande d'orques sur sanglier par tranche de 1000. Les chars à sanglier, idem. Unité rare que le géant. Mercenaires, les buffles et les géants broyeurs, voilà. L'horde de trolls, elle est pas mal boudée pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il faut connaître les règles. Et la deuxième, parce qu'en fait, toute la partie, on va dire, assez dégueulasse hein, quand même, on va pas se mentir. Hein, en fait, vous sortez pas tout ce qui est gobelin de la nuit. Donc, bah, les joueurs talentueux à 15 fanatiques, ils disent 8 squeak broyeurs, ne peuvent pas jouer horde de trolls. Donc il y a ça, il y a le fait qu'aussi, ouin ouin, l'infanterie lourde est nulle. Ce qui est pas vrai, parce que l'infanterie lourde a vraiment des gros gros avantages, et on va y venir. En fait, toute la partie vraiment qui peut paraître très crade du roster Orc et Gobelin n'est pas dans cette composition-là, donc c'est aussi pour ça elle est beaucoup moins sortie. En général, c'est une armée qui est plus jouée par des gens qui font soit du narratif, soit qui veulent un peu se creuser les méninges, soit De du l'amical, tout joueur. simplement. Ouais, du joueur fun en amical, en jeu libre, qui a envie de sortir des trucs qui sortent un peu des sentiers battus, puis c'est stylé la Horde de Troll. Il y a vraiment un flot de fou, quoi. Donc c'est tout cet aspect-là, ça va être rarement joué en compétition parce que bah en fait faut réfléchir, faut essayer d'aller chercher des trucs, des fonctionnements très spéciaux, très spécifiques. Et ouais, on les voit pas tout le temps sur table. Et ce qui est dommage, parce que tu vois, pour moi, la horde troll,
Elle a ce côté, en fait, c'est l'armée emblématique, j'ai envie de dire, côté Horde, là où le Turnin, c'est le truc emblématique côté Alliance. Bah, c'est un petit peu comme le gameplay Tuorda, d'ailleurs, avec mes nains que je joue maintenant, là, en ce moment, là, de plus en plus. Et effectivement, oui, c'est ça, des armées qui demandent vraiment d'aller fouiller et de pousser au niveau de la stratégie et de la construction de sa liste pour avoir vraiment une efficacité au max sur table, quoi. Mais même au-delà de l'efficacité, tu vois, je trouve que c'est en termes de visuel emblématique fort, c'est des armées qui dégagent vraiment quelque chose, qui ont une histoire qui est très très forte. Et peut-être ce qui est peut-être un peu dommage, c'est qu'elles sont peut-être trop perçues comme les armées des collectionneurs. Sous-entendu, Oui, c'est des armées molles, mais que vont ouais. jouer les passionnés, alors qu'en fait, tu peux tout à fait être un passionné, avoir une collection de 50 000 points, mais en même temps faire des perfs absolument exceptionnels avec. Et oui, c'est ça, moi, en horde de troll, j'ai très rarement perdu des games, hein. J'ai très rarement perdu des games. C'est même d'ailleurs, je crois, l'une des armées avec laquelle je gagne le mieux. Je gagne le plus. Vraiment, c'est une armée qui. Après, c'est peut-être au niveau de mon style de jeu aussi, ça me convient beaucoup. Il y a pas mal de mécanismes qui te permettent d'encaisser ce que beaucoup d'autres armées n'encaisseraient jamais de la vie. Alors justement, transition parfaite, Monsieur le Carlin Dodu, comment qu'est-ce qu'on fait-il pas pour gagner en horde de troll? Eh ben déjà, faut faire des 6. Déjà, premier point. C'est le talent. Non, plus sérieusement, même j'en reviens aussi, au côté on voit un peu cette liste. Il y a aussi le côté, il y a une méta qui est très full tir, très très chiante à affronter, hein, clairement. La horde de trolls, c'est un petit peu l'anti-méta aussi, c'est ça qui est très drôle. C'est que c'est une armée qui en tant que telle va être réputée nulle, mais en fait, paradoxalement, c'est l'armée qui est vraiment une des mieux taillées pour aller fracasser ce genre de liste. Et ça, je trouve que c'est très intéressant quand même à pousser. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour gagner en horde de troll? Eh bien, il y a plusieurs mécanismes et plusieurs fonctionnements. Déjà, la magie troll. La magie troll qui est absolument incroyable, qui vous donne accès à pour combler des lacunes qu'on pourrait trouver vraiment dans la horde de troll, basiquement. Par exemple, le fait que les grandes bannières ne permettent plus de relancer les tests de stupidité. Ça, au début de Old World, les trolls, on les voyait très très peu à cause de ça. Donc là, il y a quand même le sort gros cerveau qui a permis de combler ça. On a Vigueur Vorace, qui est un sort absolument monstrueux. Alors comme ça, quand on le voit, vu que c'est un sort de transfert, il va pas booster les portées de charge comme un Here We Go. Donc il peut paraître un peu moins sexy sur le papier. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un +2 à la caractéristique de mouvement et pas un +2 au mouvement. Chose qui est très différente. Donc votre troll qui a mouvement 6 passe à mouvement 8. Là où je veux en venir, quand on est en colonne, on se retrouve à faire des mouvements à 24. Donc on peut avoir littéralement une brique de 6 trolls d'eau, et c'est comme ça que je l'ai joué par exemple à l'interrégion. 6 trolls d'eau en colonne, alors en 2 par 3, qui se retrouvent à faire 24 pas tour 1. Donc vous traversez littéralement le No Man's Land. Ce qui fait de vous, si vous passez ce sort-là, peut-être une des armées qui a la plus grosse capacité de projection du jeu. Oui, 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 clairement. Et aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un sort qui se balance à 8, donc c'est pas un sort compliqué. Même avec la FAQ et on va dire le nerf des sorciers, même si pas non plus, c'est pas non plus un truc de fou furieux, mais quand vous avez par exemple un Ogdruz qui est vraiment central dans ce gameplay-là, vous castez des sorts à +3. Tu peux nous réexpliquer pourquoi le +3, s'il te plaît? Alors, Ogdruz balance ses sorts à +2 puisqu'il est niveau 3. Donc, CF, la FAQ 1.5. Et quand vous avez des trolls qui sont PU 6, si je ne m'abuse, que je revérifie, quand vous êtes à proximité, donc à 3 pas d'une unité de troll ayant PU 6 ou plus, et qui ne fuit pas, vous avez +1 au cast. Donc vous vous retrouvez à balancer des sorts à +3, ce qui est monstrueux actuellement. Donc vous castez un sort à 5+, qui permet à proximité, parce que c'est toutes les unités qui ont la règle stupide à 12 pas. C'est pas vous ciblez une unité si vous faites une aura.
Et c'est pas à portée de commandement, c'est vraiment 12 pas flat. Pour n'importe quel lanceur, vous montez jusqu'à mouvement 8. Donc vous avez des gars en colonne qui peuvent faire 24, vous avez des gars en ordre de combat qui font 16, pour faire une espèce de deuxième ligne, au cas où la première ligne cède, ou au cas où aussi on a prévu de faire céder la première ligne pour faire du rattrapage avec la seconde, une espèce de défense flexible, défense élastique. Ça va apporter un plus en jeu que je vois pas énormément d'autres armées pouvoir faire. Alors, si je peux juste me permettre un petit retour d'expérience, j'ai fait une partie une fois contre un joueur hors de troll, et en fait le joueur tour 1 a lancé la vigueur vorace sur son armée, avait bien anticipé, ses packs étaient en colonne en marche, donc tour 1 il m'a fait une espèce d'énorme projection avec 2 packs de 6 trolls armes lourdes, plus des barrettes de 3, enfin vraiment il m'a coincé dans ma zone de déploiement. Sauf qu'il a oublié un petit quelque chose, et ce petit quelque chose change tout, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que son Ogrus dans son pack, et ben lui, il était toujours dans la zone de déploiement, pendant que les trolls étaient à un pouce de moi. Ce qui fait qu'en fait, tour 1, moi j'ai chargé avec tout ce que j'avais, j'ai gagné mes combats, tous les trolls étaient à leur commandement de base, puisque hors de portée de la bulle GB, qui elle avait son mouvement normal de marche forcée de 8. Et en fait, il y avait toute une partie de l'armée qui a plus de bulle de co, et j'ai chargé, j'ai gagné, tour 2, partie terminée. Ah Donc oui, là après, faut bien la maîtriser. La horde de voilà, troll, elle demande vraiment un certain doigté, quoi. je le dis en rigolant, mais voilà, simplement vigueur vorace, voilà, ça, c'est très bien, c'est exceptionnel, ça ne change absolument rien à ce que tu as dit, mais il faut vraiment l'intégrer dans la composante complète de son déploiement et de son plan de jeu, et pas simplement se déployer de façon standard, le lancer, et en fait vous apercevoir que toutes vos unités n'avancent plus à la même vitesse. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, je te laisse reprendre. Oui, oui, non, mais effectivement, oui, il y a ça qui est très intéressant. Il y a aussi la règle haut et par ici qui permet un petit peu de se protéger contre les listes culte mortuaire ou même la nécromancie en général, qui rendra en fait juste l'armée injouable. Alors, haut et par ici, pour ceux qui l'ont pas sous les yeux, c'est une règle sur le personnage qui dit que s'il n'est pas en fuite, t'attaques le personnage ne soit pas en fuite, les bandes de trolls amis dans l'unité d'armée troll, à portée de commandement d'un chaman orc, d'un chaman gobelin ou d'une mégère troll, peuvent utiliser sa caractéristique de commandement. Et donc, ce qui est important avec cette règle-là, c'est que tous les sorciers en fait vont faire des petites bulles de com. Là où il va falloir jouer avec vos sorciers, ça va être de jouer sur l'effet bande de guerre. Et là, on en vient au gobelin commun qui est extrêmement boudé aussi. Alors attends, juste je me permets de t'arrêter, faisons juste quand même un focus, c'est-à-dire Ouais. on parle d'une armée, d'une variante d'armée, où tous les personnages, chaman orc, chaman gobelin, mégère trolless, font tous des micro-bulles de commandement autour d'eux. Ouais. Enfin, à portée de commandement, donc c'est on va dire des trois quarts de bulles, des demi-bulles, mais ça veut dire qu'on est quand même sur une armée qui est vue par tout le monde comme ayant un commandement très faible, qui dans les faits peut avoir trois quatre micro-bulles de commandement pour structurer plusieurs détachements à travers tout le champ de bataille. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est énorme. Je veux dire, tout le monde dit que l'armée a pas de co, mais en fait, quand on lit cette règle-là, on dit mais attendez, mais en fait, elle a pas de co. Paradoxalement, elle a un meilleur commandement que mes ogres Euh, sur la totalité du champ de bataille. et en plus de ça, donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi où on est quasi immunisé à du vortex spirituel, à de la sensu spirituelle, etc. Ce que très peu d'armées peuvent faire. Et aussi, faut pas oublier un truc, c'est que le troll est peur. Donc en fait, il ne testera pas la terreur quand il se fait charger. Par exemple, les listes Banshee ou Spectre ou etc. avec de la terreur dans tous les sens, vous allez avoir la force des ogres sans le malus. Vous allez avoir ce côté où en fait tous mes trolls sont peur ne vont pas tester. Donc déjà, bon, quand on est commandement 4, c'est assez agréable de ne pas avoir à tester la peur, hein, c'est quand même plutôt cool. Et par-dessus le marché, je fais le vortex qui annule absolument toute présence de com autour. Toute présence charismatique, oui, mais ça tombe bien, j'utilise pas cette règle-là. Donc vous allez avoir vraiment des briques, et avec la règle de la régénération améliorée, la double régène, ça rend ça absolument monstrueux. Alors vous allez avoir par contre une grosse faiblesse, c'est que cette relance de régène ne marche pas contre les attaques magiques, et vos trolls sont inflammables. Donc faut quand même... Double régène, juste, c'est donc fait partie encore une fois des règles spéciales de l'ordre de troll, qui s'appelle régénération améliorée. Les figurines d'une armée d'un nain d'ordre de troll ayant la règle spéciale régène, donc X+, peuvent relancer tout jet de sauvegarde de régénération
raté contre les blessures causées par des attaques non magiques. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle Et là, vulgairement donc la double régène. c'est ça. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que la horde de trolls, vous avez le sort donc de la régénération rapide qui est le 6, si je dis pas de bêtises. Absolument, enchantement pour une valeur dans l'arcane journal de 9+, j'ai pas les ratas sous les yeux, portée Alors 12, il est à 8 maintenant, justement, il est encore pire. qui dit, je cite, jusqu'à la fin de votre prochaine sous-phase de début de tour, l'unité amie gagne les règles spéciales inflammables et régène 5+. C'est ça. Donc en fait, avec un Ogdruz, vous allez balancer un sort à 5+, qui va balancer une régénération relançable à un régiment qui ne l'avait pas. Tu me donnais exemple tout à l'heure du pack de gobelins, que je trouvais vraiment... Pack de gobelins, et moi je le fais surtout sur les cochons, mais on y viendra après. Sur le pack de gobelins, admettons, vous avez une unité, 20 gobelins, voire à la rigueur, pour être tranquille, vous en mettez 30. Voilà, 30 ou 25. 25 minimum, comme ça vous pouvez absorber un peu de perte et garder votre bonus de horde. Vous mettez un chaman gobelin à l'intérieur qui n'est pas capé dans la tranche des 1000 points. Ça aussi, c'est quand même très fort. Vous vous retrouvez avec un chaman gobelin qui a un commandement 7, bande de guerre et horde qui monte à commandement 10, qui sur un 6, parce que du coup il n'aura pas le bonus comme Ogdruz, va pouvoir balancer une régénération rapide dans son pack. Et en fait, vous vous retrouvez avec une bande de gobelins qui, en arme de base, bouclier, armure légère pour 4 points pièce, ce qui est absolument ridicule, avoir une 4+, 5+, re 5+ contre les attaques non magiques. Si vraiment vous voulez pousser le vice, vous mettez un casque de chef. Un casque de chef qui coûte 50 points, donc c'est un investissement par contre, mais vous pouvez le rentrer même en fait sur les petits persos qu'on appelait anciennement les héros, sans avoir besoin d'aller chercher un seigneur. Et en fait, pendant la sous-phase de commandement de votre tour, un personnage avec ce casque qui n'est pas engagé au combat peut faire un test de commandement, donc un test à 10, et jusqu'à votre prochaine sous-phase de début de tour, ils deviennent indémoralisables. Donc vous allez avoir un pavé de 25 ou 30 gobelins en 4+, 5+, 5+. Donc la régénération compte dans le résultat de combat. Mais là, en fait, vous devenez indémoralisable. Vous en avez plus rien à foutre. Il suffit juste de venir bloquer à l'arrière avec, je sais pas, un loup, un un troll troll tout seul, solo. un troll solo, c'est ça. Ça, on y viendra après. Vous bloquez, vous maintenez engagé au corps à corps absolument n'importe quoi. C'est vraiment un scandale. Cette régénération rapide-là aussi va permettre, par exemple, vous avez un char, vous avez un pavé de Goret, qui peuvent être sensibles au gunline, qui peuvent être sensibles au canon. Ben vous vous retrouvez quand même à avoir une 5+ relançable derrière. Ce qui va rendre absolument ultra tanky n'importe quel régiment. Alors heureusement, dans la horde de trolls, ils ont fait en sorte qu'on n'ait pas accès aux Squeak Broyeurs, qu'on n'ait pas accès aux gobelins basiques avec Fanatic, qu'on n'ait pas accès aux orques noirs, parce que les orques noirs avec ce sort-là, ça serait abominable. Et c'est pour ça que les règles sont bien faites, encore une fois. Et ce système-là va vous permettre en fait d'avoir vraiment des lignes de front avec une capacité de projection absolument monumentale, qui en plus de ça vont pouvoir encaisser des choses que très 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 peu d'armées peuvent encaisser en fait dans tout le monde d'Old World. Donc c'est quand même un énorme point pour l'armée Horde de Troll. Avec le grand chaman gobelin, vous avez aussi accès à l'élémentalisme. Donc vous pouvez utiliser du passage mystique ou du rempart tellurique. Alors certes, par contre, beaucoup plus dur à lancer. Mais vous pouvez cibler avec Ogdrus ce pavé de gobelin-là et le rendre absolument imbuvable. Et derrière, le téléporter avec votre chaman et passer un rempart tellurique dessus. Ça, je l'avais fait dans une partie. Ben, pavé de gobelin, 4+, 5+, plus obstacle linéaire bas, donc qu'une seule attaque pour les unités qui combattent contre. Pas de piétinement, pas de touche d'impact. 5+, 5+. Vous avez un élément de décor, en fait. Vous avez une Mon maison. élément. Vous jouez une Voilà, maison. c'est une maison qui se transporte. Voilà,
Vous avez aussi pas accès aux Snotling, ça j'ai oublié de le dire, heureusement. Les Snotlings sous double régène, ça serait un cauchemar. Mais en fait, ça va être votre moyen de faire un peu des Snotlings en pire. C'est vrai. C'est un petit peu ça. Alors c'est consommateur de ressources, mais c'est vrai que par contre ça peut bloquer n'importe quelle unité de cavalerie avec coup fatal, n'importe quel perso avec une attaque coup fatal qui peut vous laver un pack de trolls. Bah, vous l'immobilisez avec ça, vous injectez certes beaucoup de ressources, mais potentiellement bah, la partie est terminée pour lui. Ben, c'est ça, parce que vous vous retrouvez à le bloquer dans sa zone de déploiement, vous faites un truc absolument imbuvable. L'autre truc aussi que j'avais fait, alors c'est un move de salopard, mais il est très drôle, c'est avec le chapeau de magicien. Parce qu'en fait, paradoxalement, on cherche à devenir stupide en hors de troll. Donc le chapeau de magicien qui a 45 points, cette saloperie rend votre personnage stupide. Alors on se dit, oh merde alors, je suis stupide, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Vous mettez vos gobelins en colonne de marche. Vous le mettez stupide, la stupidité se transmet au pavé. Ça, c'est dans les règles de stupidité. La stupidité est contagieuse. Vous vous retrouvez avec des gobelins qui ont mouvement 6, avec la vigueur vorace, et vous faites 18 pas, avec votre pack de gobelins, sous 4 plus 5 plus 5 plus. Ce qui est absolument habitable. Tu sais que c'est la première fois que je l'entends celle-là. Ah, elle est Mais monstrueuse, c'est incroyable. je la trouve assez magique, mais je la connaissais pas, tu vois. Première fois que je l'entends, mais j'aime beaucoup. Je me suis dit, vas-y, let's go. Mais en fait, ce que vous pouvez faire qui est absolument détestable, vous mettez un chaman gobelin sur la gauche, un chaman gobelin sur la droite. Bon, là, ça coûte un peu cher, mais vous le mettez pas forcément en niveau 3, vous le mettez en niveau 2 ou en niveau 1. Même, vous pouvez mettre des chefs gobelins basiques, qui valent 35 points, si je m'abuse. Vous mettez un avec le casque de chef, un autre avec le chapeau d'un télo. Il y en a un qui rend le pack imbitable, l'autre qui rend le pack stupide. Le casque de chef, vous passez votre stupidité, vous passez votre indémoralisable, vous propulsez le truc à 18 pas, Ogdrus derrière s'occupe de balancer une régène dedans, et c'est parti en voiture Simone, tu te retrouves à coq-bloc, une ligne de combat, avec des gobelins à la con. Mais ou même dans une optique de juste de contrôle du terrain et de flanc, tu mets ce personnage-là monté dans un pack de 9 loups, il passe à mouvement 11, Oui, mouvement 11 fois 3, mouvement 33, tu les envoies complètement derrière la zone de déploiement adverse, tu l'envoies donc derrière son armée, tu te redéploies, et c'est t'as et ça. un caster qui va pouvoir aller caster tout seul, et si le mec a pas de machine de guerre, bah il pourra pas le choper à 360 degrés, donc tu le C'est tournes ça. autour, et les loups peuvent choper de dos n'importe qui. Mais vu quand même toi avec ton armée t'as avancé de 24, bah en fait tu peux faire une espèce de truc un peu... Alors c'est pas forcément fort, mais c'est ce que C'est j'appelle, un... c'est multiplier l'indécision chez l'adversaire, c'est en fait pousser l'adversaire à prendre 10 micro-décisions, en sachant qu'il y en a forcément une, deux ou trois sur lesquelles il va faire une erreur de jugement. Psychologiquement, c'est absolument imbuvable. Psychologiquement, c'est imbuvable. En fait c'est le cannibale du pauvre. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, là, le pack de, du coup, 28 gobelins en théorisant, le pack de 28 gobelins avec armure légère, c'est 112 points. Ça- Déjà, ça commence. Les deux chefs gobelins, avec les objets, c'est 85 points. Vous avez 170 points. Donc vous vous retrouvez. En plus, vous pouvez leur mettre des armes lourdes. Donc comme ça, histoire d'envoyer des petits steaks, hein, parce que de toute façon, en fait, personne va les tuer, ils seront en double régène. Donc tu peux lancer des défis avec, t'en as rien à cirer. J'avoue. De toute façon, ils crèveront pas. Et derrière, bon, tu fais pas le con, tu le mets pas sur le personnage, sur le pavé qui a, enfin, ton défi, tu le lances pas avec le mec qui apporte l'indémoralisable. Tu le fais avec le mec qui apporte la stupidité. Parce qu'une fois que le pack a été propulsé dans la gueule de l'adversaire, la stupidité en soi, t'en as plus besoin. Ça t'arrange presque qu'il crève même. Donc au final, tu le balances en défi. Il gagne le combat de 10 000 parce qu'il a fait 30 000 points de carnage avec les régènes. Bon, bah c'est super. Eh ben, on reste comme ça. Et derrière, tu as ton troll. Parce que là, le gobelin, avec son mouvement 4 de base, 6, 18 du coup, avec sa colonne de marche, bah en fait, derrière, tu te retrouves à bloquer avec des loups anti-railleurs qui ont mouvement 9. Ou même des loups en ordre dispersé, inversement, quoi. Ça me permet aussi de rebondir.
La formation de colonne en marche, elle perturbe, j'ai l'impression, quand même beaucoup de joueurs parce qu'ils se disent ok, j'avance très très vite, mais quand arrive mon tour, bah en fait, je suis obligé de cramer un tour pour me redéployer en front normal et mon unité peut pas charger, peut pas faire grand chose. Pas de bonus de Et rang aussi. et t'as pas de bonus de rang. Mais tout à l'heure, t'as dit cette petite phrase dans l'introduction, t'as dit cette unité, elle nécessite aussi une bonne maîtrise des règles de base Mhm. et elle permet plein de petites choses qui finalement rendent la colonne en marche pas si contraignante. Exactement. En fait, l'orque et gob, c'est ça qui est fantastique, c'est vu qu'on n'a pas de règles de bien entraînés, on a très peu de vétérans, pas beaucoup d'obstinés. Enfin, c'est des règles quand même qui sont pas mal, mais qui sont pas du tout RP avec l'orque et gob. C'est normal qu'on ait zéro bien entraîné. C'est quand même une armée de gorilles avec des bâtons, quoi. On va pas se mentir. Ce qui est super intéressant avec cette armée-là, et surtout la horde de trolls, c'est que vous avez des commandements de merde, et on se dit, bah non, c'est pas bien d'avoir un commandement de merde. Mais en fait, si. C'est absolument génial. Et moi, je le vois quand je joue avec mes nains, justement, ça me gêne d'avoir des bons commandements. En fait, C'est point vrai. faible, trop Non, mais faible. tu te rends compte de la phrase, tu sais, on va juste se faire clipper ça, t'as vu que sur la. Ouais, moi je joue nain, mais ça me fait chier d'avoir un commandement de 9 parce qu'en vrai, je préférerais avoir 5. 5 c'est mieux que 9. Je vais arrêter de jouer les nains, c'est de la merde. Point faible, trop faible. Là, vraiment les phrases de gros cons, quoi. C'est ça. Mais en fait, ce que je trouve de génial, c'est que là, c'est aussi un autre point de règle qui est très, 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 très souvent ignoré. C'est la panique, la sainte panique. Donc quand vous avez une cause de panique, unité détruite PU5, unité qui fait un srebo PU5, l'unité qui vous traverse qui est pas en tirailleur, etc., etc., vous faites un test de panique. Donc des causes de panique, il y en a partout. Il y en a partout. Et en fait, là où je vais venir, c'est sur la règle de la présence charismatique. Les guerriers combattants avec le plus d'ardeur sous le regard implacable de leur général, à moins que votre général soit en fuite, toutes les unités à sa portée de commandement peuvent, peuvent utiliser la caractéristique de commandement à la place de la leur, donc rallier en priorité votre général. Mais c'est bien, au moins, même le livre de règles apprend aux gens comment jouer. Et parce que ça, je vois des gars rallier leurs unités avant de rallier leur général. Des fois, je me dis non, là tu fais une connerie, là, quand même. Eh bien, quand vous avez vos trolls qui font un test de panique, parce que, bon, bah, au bout d'un moment, le mec a balancé toute une gunline dessus, il a fini par tuer 2 trolls sur 6. Donc, test de panique, etc., etc. Et là, on en revient à la règle de la panique qui fait qu'on ne fuit que lorsqu'on a 50% ou moins de l'unité. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de jouer ces unités en chiffres impairs. C'est pour ça qu'on voit souvent des packs genre 11 loups, 3 crocs de sabre, etc., etc. Eh bien, on ne fait pas une fuite, on fait un se repli en bon ordre. Et on fuit par rapport à l'unité ennemie la plus proche ou celle qui nous a causé la panique. En fait, on fuit par rapport à l'unité ennemie la plus proche lorsque c'est un allié qui nous fait faire la panique. Donc une destruction, une fuite à travers, etc. Et lorsque c'est une panique due au tir ou à autre chose, c'est la source de la panique que l'on fuit. Et là, ce qui est très important, c'est que c'est ce que j'avais fait l'autre fois. Donc j'arrive avec ma brique de troll. À côté, Ushapti avec arc, parce que j'ai jamais vu du Shapti avec arme lourde. Il faudra qu'on m'explique pourquoi, j'ai ma petite idée. Les Ushapti à arc qui stratopoutrent une brique de gobelins en ordre dispersé, des loups. Les gobelins implosent. Les trolls testent la panique, du coup. Les trolls testant la panique, je décide de ne pas utiliser le commandement de mon général. Commandement 4. Je fais un srebo, se replie en bon ordre. Sauf que le se replie en bon ordre, ben vous vous reformez à la fin. Donc quand vous faites votre se replie en bon ordre et que vous êtes collé au nez de l'adversaire, vous faites maximum 6, parce que vous prenez le meilleur des données. Et quand vous reformez, vous repassez en ordre de combat. Et là aussi où c'est intéressant, c'est là j'avais eu le cas par exemple à l'interrégion, briques d'orques qui rentrent dans un pavé de garde infernaux. Les orques font un se repli en bon ordre, parce que bien évidemment, ils se font défoncer au résultat de combat, mais ils ne meurent pas parce que. Enfin, ils ont été très peu à mourir,
parce que régénération rapide sur le régiment. Les trolls à côté font leur test de panique. Ils se retrouvent à traverser absolument toute la ligne d'armée, toute ma ligne d'armée du coup, par conséquent, à arriver dans le cul. Alors ça, c'est pour ça aussi je vous recommande l'achat du laser. C'est pratique parce que ça vous permet aussi de voir les angles des paniques, des fuites, etc. en étant centre à centre. Ça c'est vachement utile. Ils se sont retrouvés à fuir à travers toute la map, à atterrir derrière une vouivre qui m'avait fait une espèce de contournement par l'arrière, à se redresser en grande barrette de 6 parce que reformation. Et du coup, je me retrouve à clipper une vouivre de flanc avec 18 attaques force 7. Alors, je sais plus s'il y en avait exactement 18 parce qu'effectivement, il y a le fait qu'il y a des gars qui sont pas au contact. De sûr, en le chopant de flanc avec un soc de sang, il se prenait plus de 10 patates force 7, ça c'est sûr. Parce que t'as au moins 4 mecs en contact minimum, en contact direct, donc... C'est ça, c'est ça. Donc ça commence à faire des trucs assez coquins. Et en fait, la horde de trolls, paradoxalement, en fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est votre point faible. Faut essayer de le travailler et de bosser avec pour en faire un avantage et une force. Et là, typiquement, la horde de trolls, c'est ça. Vous avez des commandements de merde, même si vous avez les portées de com avec le haut et par ici. Mais en fait, savoir utiliser ce commandement nul pour l'utiliser à votre avantage. Et en fait, foirer volontairement vos paniques et faire des redéploiements. Et ça, c'est absolument monstrueux. Et là, j'en reviens au troll tout seul. Le troll tout seul qui peut aller s'emmancher dans des trous, aller choper des trucs absolument incroyables, ou même arriver de flanc, de dos pour augmenter des résultats de combat et ne pas crever parce que régène relançable. Ça aussi. Vous avez quand même une faculté de mouvement qui est absolument légendaire avec le troll tout seul pour 41 points pour un troll de base. C'est ridicule. Et bien en faisant ça, vous allez pouvoir aussi vous amuser à foirer vos paniques avec vos trolls tout seul. Et à se retrouver à bloquer des régiments entiers. Vous avez votre régiment de trolls qui recharge un pavé devant. Parce que les trolls, en fait, c'est un peu un ouvre-boîte. Hein. Vous avez perforant de base, l'arme lourde. Sur un 6, vous êtes PA4, force 7. Vous pouvez ouvrir du tank à vapeur avec. C'est une des rares unités d'ailleurs qui a cette létalité-là. Il y a le dragon ogre qui est un peu dans ce style-là. Mais on n'est pas 40 à pouvoir faire des trucs comme ça. Ou à taper aussi fort et avec autant de PA. Vous avez des srebos, vous avez des paniques. Hop, je choisis avec mon troll de foirer ma panique. Le troll tout seul ne fuit pas parce que pas réduit à 50% de sa valeur initiale. Vous le redéployez, vous le tournez, et en fait, les espèces de petits escorteurs, patrouilleurs aériens, cavaliers dragons qui vous chopaient de flanc, etc., etc., mais vous retrouvez nez à nez avec eux si vous avez bien calculé vos angles. Mais par contre, vous faites de la trigonométrie avec un QI de 20, quoi. Mais ce qui est intéressant dans cette explication-là, c'est qu'il faut, il est important qu'elle soit entendue du point de vue du joueur horde de trolls, mais il est Ouais, aussi indispensable qu'elle soit entendue par les adversaires de l'horde de trolls. Parce que, oui, en fait, ça veut dire que quand vous affrontez de l'horde de trolls, il faut partir du principe. Alors, je schématise volontairement, un peu vulgairement, mais souvent vous allez mettre vos tirs pour fragiliser un des pans de l'armée adverse, c'est-à-dire centre, flanc gauche, flanc droit. Et souvent, c'est sur ce centre-là, enfin sur ce pan-là de l'armée que vous allez ensuite concentrer toutes vos forces. Donc vous le fragilisez au tir pour ensuite le briser à un endroit. Paradoxalement, avec l'horde de trolls, il vaut mieux concentrer tous vos tirs sur le pan opposé à celui de votre assaut pour pas justement vous retrouver dans la situation que Raphaël vous a expliqué, où vous allez contourner avec de la cavalerie lourde, contourner avec un monstre, un géant, un dragon, une vouivre, faire le mauvais test de panique, et en fait votre adversaire va vous dire, bah écoute, merci beaucoup, grâce à toi j'ai fait le srebo parfait, grâce à toi j'ai repositionné toutes mes unités en face de toi, et par contre maintenant on arrive à mon tour, charge, 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 allez, merci, game terminé. c'est ça. Et moi, je me suis retrouvé à plusieurs reprises où, en fait, bah, je me retrouvais à être à portée de charge de cavalier de la Race Guard. Donc, ça, c'était assez terrible. Où j'avais une brique de troll, non, une brique d'orque, parce que j'avais pas balancé justement la régène rapide sur eux. Bon, c'est 5 points pièce l'orque, 6 points avec le bouclier, c'est pas la kermesse, hein, clairement. Qui font du coup une panique. En faisant la panique, qui font un srebo, qui du coup font faire un test de panique aux autres à côté. Ça aussi, c'est quand même cocasse. Enfin, en traversant, quoi.
les trolls qui étaient derrière, qui se retrouvent tous à se redéployer. Et en fait, ben, on se retrouve avec des trolls qui font le Srebo, qui se redressent face aux cavaliers de la Race Guard qui m'avaient encerclé. Et du coup, je charge. Ah ben, je fais une contre-charge. Ben non, pas de bol, c'est une infanterie. Et là, quand vous tapez avant avec le troll en plus, parce que le cavalier de la Race Guard, c'est unit 3, vous arrivez unit 4 à force 7. Oh, un 6. Ah, eh ben, c'est pas de bol. Bon, après, c'est CC3, c'est sûr. Faut pas s'attaquer non plus à des trucs de l'enfer. Heureusement que c'est que CC3 le troll, d'ailleurs. Parce que là, CC4, ça serait abominable. Vous avez pas de champion non plus, donc ça aussi. Et vous avez vraiment ce côté où vous pouvez faire de la défense élastique absolument légendaire, avoir des capacités de projection monstrueuses, avoir plein de petites subtilités qui vous permettent de vous redéployer en temps réel. Et en fait, c'est une armée qui est bourrée de surprises, et je trouve presque plus que la grande armée classique. Bah, en fait, la horde d'armée va avoir paradoxalement un style de jeu qui est assez attendu. Oui, Et en fait, celui-là peut sembler être évident à comprendre et peut sembler être attendu, mais sa capacité à se redéployer en un claquement de doigts fait qu'en fait, vous pouvez avoir des tricks qui partent dans toutes les directions, et si vous n'avez pas anticipé votre partie avec 2 ou 3 tours d'avance, et pas simplement un tour comme le font quasiment tous les joueurs, bah vous pouvez vous prendre des sales branlées que vous aviez absolument pas prévues. c'est ça. Et la Horde de Trolls, c'est vraiment l'armée qui, à mon sens, chez l'Orc et Gob en tout cas, a vraiment le plus de surprises à dégainer. Les mégères aussi sous double régène, qui sont absolument imbutables, en fait. C'est un cauchemar. Le souffle de la mégère aussi, qui est très intéressant, le F3PA2, qui peut être utilisé soit combiné à une main de morgue, soit un passage mystique, soit même simplement à une vigueur vorace pour avoir un mouvement 7, puis pesant, puis je te balance un souffle dans la gueule. En Mhm. fait, on a des espèces de gyrocoptères obèses avec des seins qui pendent jusqu'aux genoux, c'est un peu notre style. On a vraiment une capacité de surprise qui est absolument légendaire. Et c'est là où en fait on se retrouve avec ben, peut-être des ratios sur les chaînes anglaises et américaines où ils mettent ben, que la horde de troll elle est dans le tréfonds des chiottes. Je crois qu'on est classé je sais plus quoi, là ils font le truc avec les lettres, là les S, les A, les B, les C là et tout. Et il me semble qu'on est vraiment dans le tréfonds des chiottes avec la horde des trolls. Mais au final, la horde de trolls, je trouve que vraiment c'est celle qui paradoxalement va vraiment le mieux contrer les listes qu'on voit beaucoup, quoi. Pour le coup, il y a vraiment un personnage que je trouve qui peut être très très important. Alors là, dans cette liste-là, je ne l'utilise pas parce que je joue très paquet et je perce vraiment à un seul endroit. Mais c'est quand même intéressant de l'avoir et de préciser son rôle. C'est le chef orc survivre avec la présence charismatique et le grande cible. Parce qu'en fait, si vous jouez par exemple un MSU, ce qu'on appelle multispam unit, je crois. Small, multi small unit. Ouais, voilà, c'est pareil. Si on joue plein de petits trolls tout seul, ce que j'ai tendance à faire aussi, là, le chef orc survivre va être quasiment obligatoire parce qu'en fait, vous allez vous retrouver, certes, vous multipliez les bulles de com, mais en fait, vous allez très souvent vous retrouver avec des situations où, au début de la phase, avec la stupidité, je suis à portée de com d'un sorcier, j'arrive à réussir mon test de stupidité, je charge, mais au bout de ma charge, je suis plus à portée de com. Et en fait, quand je dois décider si je fais une percée, si je tiens, si je poursuis, etc., etc., je n'ai aucune maîtrise. Et là, on peut vite se retrouver avec des électrons libres. C'est aussi là où le troll de pierre intervient. Le troll de pierre, il est plus cher, il a 45 de base. Mais le troll de pierre peut être bien, c'est déjà la RM1. L'armure lourde, qui est quand même un petit plus sympa. Et c'est surtout le coma 5. Même si c'est pas fabuleux, avoir un com, ça peut souvent sauver. Moi, je me suis retrouvé à réussir des coms à 5 des fois avec mes trolls de pierre, j'étais content. Et en fait, ceux que je joue en électron libre, souvent, qui vont aller se balader un peu à droite à gauche, c'est plus souvent les trolls de pierre parce que meilleur com. C'est très con le 1 de com, mais vraiment, ça peut des fois vous sauver la mise. Il y a aussi la règle de la régénération. Alors après, ça, c'est à mettre en accord avec votre adversaire. Mais la règle de la régénération,
telle qu'écrite, le fameux Rulas-Ruiten. La règle de la régénération fait que votre cap de points de vie ne peut pas descendre en dessous de 0. Et en fait, avec la régénération telle qu'elle a été retravaillée, et ça a été confirmé lors de la dernière FAQ, on se retrouve avec, par exemple, un troll qui se retrouve devant un pavé de gore, avec au hasard totem de vitriol, au hasard peau de limace, au hasard un joueur très talentueux, au hasard 18 attaques relance avec des bonus en force. Voilà. Il vous balance 70 attaques. Votre troll n'a plus qu'un PEV. Vous perdez votre dernier PEV. Vous ne jetterez qu'une régène parce que c'est la régène par point de vie perdu. Donc j'entends déjà hurler. Il y en a qui vont dire on va jouer comme le Phil No Pain à 40k. T'es trompé. C'est pas le bon point, c'est pas le bon jeu, c'est pas le bon point de règle. La V6 pour le coup se jouait comme ça. On couchait la figurine, on la remontait, mais par contre elle faisait pas ses attaques. Là, elle va faire ses attaques. Du coup, à vous mettre en accord avec votre adversaire ou l'organisateur de l'événement qui fera l'arbitrage, cette règle-là peut porter confusion. En fait, elle est très claire, mais elle est considérée comme déséquilibrant beaucoup les combats. Chez certaines armées, chez certaines listes d'infamie. Et là, la horde de trolls, ça la fait quand même, ça lui donne quand même un méchant up. Et quand vous avez un troll tout seul avec juste un PEV qui va faire oh ben je fais une régène, oh ben je la relance, ah ben c'est réussi, je suis encore là, ton pavé reste avec moi. Je perds le combat de 1, 3, 4 à la rigueur avec le surnuméraire, bannière, etc. etc. Je te mets 3 pains, je t'en colle 2, ben finalement je perds que de 2. J'ai un test à 10 relançable parce que la bannière est dans le coin. Ça peut être assez frustrant. Il faut quand même voir avec votre adversaire comment vous le faites. Sur une mégère, s'il lui reste encore un PEV avec double régène, ça peut être très vite insupportable à tomber. T'arrives avec ton personnage qui balance pas mal d'attaques, tu vas faire qu'une seule régène relançable, ensuite la mégère elle t'arrache des 3 plus un PEV. Relou quoi. Relou. Personnellement, à chaque début de partie, je demande à la personne avec qui je joue comment est-ce que tu veux le jouer. Comme ça évite toute frustration et drama au moment de résoudre les blessures. Quoi. Également, petit point intéressant, la régénération marche sur les terrains dangereux, selon les règles, telles qu'écrites. La règle de terrain dangereux fait que si tu fais un 1 quand tu es sur un terrain dangereux, tu perds un point de vie. Point de vie perdu égale régène. Ça a été confirmé encore lors de la fac, puisqu'ils ont dégommé la régène sur l'instable chez les morts-vivants, mais cette règle-là n'a pas bougé du tout. Ce qui veut dire que votre personnage sur char avec un pantalon en peau de troll, eh bien vous allez pouvoir rider à travers les forêts sans pépin, parce que vous allez faire ah ben j'ai fait mon test de terrain d'enjeu, je perds des 3 PEV, eh bien j'ai une relance de régène sur ces points de vie là perdus. Ça encore, c'est les règles telles qu'écrites. Donc, à voir si vous voulez les appliquer ou si vous voulez vous accorder sur des règles maison. Ça, c'est encore une fois à votre libre appréciation. Mais ça aussi, c'est important de le savoir. Alors pour finir cette petite review pour sensibiliser les joueurs à jouer la Horde de Trolls, je t'ai demandé de me préparer une petite liste, on va dire liste White Dwarf, c'est-à-dire une liste qui reprend un petit peu tout, qui peut gérer différents rôles, qui peut gérer à peu près tous les scénarios, et je t'ai demandé de me la faire à 1500 points, qui est un format d'entrée qui permet à beaucoup de joueurs de commencer. L'idée, encore une fois, n'est pas de proposer ni une liste ultime, ni méta, ni quoi que ce soit. C'est juste en fait pour les joueurs qui ne savent pas forcément, on va dire, par quoi commencer leur liste, comment la mettre en place pour avoir un peu une version 1, tester l'ordre de troll. Tu nous as pondu cette petite liste à 1500 points que je te laisse présenter. Donc là, c'est une liste, ça va être sympa à jouer et ça va être sympa à affronter aussi. C'est pas, c'est pas le pavé de gobelin de la mort, c'est pas les trolls tout seuls qui se redéploient et qui font des ciseaux dans tous les sens. Enfin, il y en a 2, bon, voilà. Et c'est pas la vouivre sous double régène qui va vous pourrir la vie parce que le pantalon peau de troll est pas inflammable. Cependant, cependant, il y a le grand chef orc qui quand même, moi c'est mon Jérôme le Banner, le porteur de grande bannière, qui est un cauchemar.
Je crois qu'il a dû être vaincu 2 fois sur toutes les parties que j'ai fait. Il a tartiné absolument tous les gros monstres du jeu. C'est mon Witcher en fait. En fait, on se méfie toujours de la vouivre, mais lui derrière, je crois qu'il a un palmarès encore pire que Haddock. C'est c'est un cauchemar. Rejeton gigantesque de cordes, tout ça, tout y est passé. Donc, Ogdrus Swampdig en général, donc qui va donner son commandement à 12. Bon, là, c'est un petit peu de. C'est pas vraiment utile si vous jouez une Vouivre de le mettre en général, bien entendu, puisque vous allez quand même avoir un commandement à 10 si vous êtes dans le pavé d'orques. Là, bien évidemment, vous en doutez, ils sont 19 orques qui va aller dedans. Je laisse des trolls à proximité. En général, je me sers soit de ce pavé-là pour faire des srebos et faire paniquer les trolls, soit je me sers des trolls en écran et lui derrière pour aller faire un petit peu une défense élastique comme je te disais juste avant. Mhm. Les trolls font un srebo, passent à travers et se redirigent. Et lui derrière est en 4+, 5+, 5+, avec sa régène relançable. Et là, il est censé tanker la max. Après, vous avez qu'un champion, donc il y a quand même ses limites. C'est que vous n'allez pas tenir non plus 18 corps à corps contre le Seigneur du Chaos sur Dragon. Après, vous n'êtes pas non plus censé vous tartiner des listes de l'enfer avec cette liste-là. Là, c'est une liste vraiment, comme on disait, c'est une liste un peu White Dwarf, c'est une liste cool que vous pouvez emmener en événement pour jouer à la cool avec des gens normaux, en fait, et sympas, voilà, qui ne jouent pas leur vie, qui sont là pour passer un bon moment. Et ça vous permet d'avoir des interactions, de retravailler un petit peu toutes les règles. Vous avez quasiment tous les types de troupes en fait qui existent. Le seul truc qui va vous manquer, c'est de l'infanterie lourde, mais en fait, il n'y en a pas en horde de troll, parce que c'est les orques noirs qui l'ont, cette règle-là. Mais vous avez le chaman, vous avez... Ah non, vous n'avez pas de volant, vous n'avez pas la vouivre, effectivement, oui aussi, bon, ça, voilà. Après, je pense que des vouivres, vous manquerez pas d'occasion d'en dégainer. Vous avez le behemoth, vous avez le chariot, vous avez infanterie monstrueuse, infanterie régulière, cavalerie légère et cavalerie lourde. Voilà. La horde de trolls aussi, c'est un petit peu une espèce de liste d'armées où vous allez pouvoir aussi plus facilement dégainer le géant. Parce que le géant, en fait, il a un peu ce problème-là de rien tanker du tout, en fait, hein, de prendre une giga sauce et de souvent tirer les pires dés au pire moment. Là, du coup, le géant sous double régène, effectivement, il est quand même vachement plus intéressant. Et aussi la Ragnarok, que vous pouvez mettre en monture de personnage gobelin, qui elle, sous double régène aussi, peut très vite devenir un méchant calvaire. En fait, la horde de trolls, ça va être un petit peu l'armée pour rendre des unités pas ouf, très peu jouées, en plus jouables. Je sais pas si je me suis fait comprendre. C'est très très clair. Voilà. Donc, je reviens sur Ogdrus, donc en général dans le pavé de Boys, donc commandement 10, à portée 12. Vous avez quand même un rang de 5 pour absorber les pertes, ça vous fait 5 pertes sous double régène. Vous pouvez quand même encaisser quelques tirs dans la tronche, voire même un corps à corps ou deux. Ensuite, le grand chef orc, donc Jérôme, arme lourde, hein. Ça, faut pas sortir sans en fait. Voilà, c'est l'arme lourde, hein, la sainte arme lourde. J'ai mis armure lourde, bouclier et pantalon en peau de troll. Alors c'est avec la règle, tu sais, où on utilise les saves, la meilleure save ou la Mhm. save qu'on souhaite avoir avec tel combo. CF, la FAQ, je crois que c'est la 1.3 qui avait abordé ça avec l'armure des âges chez les Les rois des tombes. voilà, où on pouvait, si on a une armure qui a un bonus, il faut utiliser cette armure avec ce bonus-là, mais subir les malus, etc. Et pas juste je prends tel truc qui m'arrange, je prends tel truc qui m'arrange. Je veux dire, on voit assez ça sur YouTube. On va quand même jouer avec les règles, ça sera sympa. Donc C'est ça. voilà. Donc là, on se retrouve donc avec un char qui est quand même pas déconnant parce que c'est de l'an du 5. Il va monter à 6 PEV parce que du coup, c'est la règle de profil combiné ou profil mixte, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Le pantalon en peau de troll qui va faire armure lourde 5, bouclier 4, pantalon en peau de troll 3, 5+, au tir. Et au corps à corps, vous allez avoir 4, 5, 5. C'est quand même pas déconnant du tout. Le chariot, bah, il a sa capacité d'impact qui est absolument légendaire, hein. 1d6+1, force Mhm. 5, PA2. Plus derrière les patates du gars dessus. Il peut balancer une wag. Il est grande bannière. Il est assez mobile pour pouvoir se balader dans tous les sens.
Moi, je le trouve très bien. Je le mets pas en général. En général, le gars sur le char. Par contre, pour une grande bannière, je trouve ça absolument génial. Vous avez le tanking, vous avez le fait qu'il puisse être un peu en électron libre, vous avez un commandement qui est pas non plus énorme pour pouvoir vous permettre de vous redéployer. Et un char qui se redéploie, c'est très chiant. Et surtout avec un mec dessus avec arme lourde, c'est quand même particulièrement problématique, dirons-nous, ou nauséabond. Derrière, la mégère. Alors la mégère, ça peut paraître con, mais en fait la lame ardente, c'est pas du tout pour faire l'espèce d'abus d'interprétation qui a pu être fait sur certaines parties ou par certains joueurs qui se disaient la lame ardente donne l'attaque magique à mes attaques d'amour maternel. Faut pas déconner non plus. Ça n'a jamais été marqué ça d'ailleurs en plus. La lame ardente, en fait, c'est que maintenant que l'ordre serré n'est atteignable que par de la PU10, en fait, la mégère, elle va avoir un très gros souci et ça va être son cauchemar, ça va être les putains de Banshee. Et en fait, vous allez pouvoir vous retrouver avec des Banshees qui vont vous tenir au close parce que vous n'allez pas pouvoir taper dessus, vous n'allez pas pouvoir les piétiner, vous n'allez rien pouvoir faire. Et en fait, si vous n'avez pas d'arme magique, vous êtes juste coincé. Vous êtes juste coincé. Donc, grande cible, etc., c'est quand même un truc qui est assez facilement chopable. Mettons une Banshee derrière un pavé de squelette, vous voit, le pavé de squelette charge, la Banshee, du coup, elle passage libre, peut venir vous charger. Et là, on se retrouve dans 8 tours, quoi. Donc la lame ardente est là un peu pour me sortir des situations reloues comme ça. La brique de Citrol, donc comme je vous expliquais avec les redéploiements stratégiques, la colonne, etc., elle va vraiment être centrale. N'oubliez pas aussi que c'est une unité de base, donc quand vous avez des scénarios typiquement, je crois que c'est le Baroud, ou je sais plus comment il s'appelle, avec tout ce qui était objectif central qu'on doit tenir avec une unité de base et c'est en fonction de la PU, un truc comme ça. Le problème aussi du troll qu'on peut avoir quand il est uniquement par 3, c'est quand on se retrouve à affronter une unité qui a strictement plus du double de la PU, ça peut se retrouver à fuir. Là, c'est quand même PU 18, donc il faudra un pavé qui est PU 40 et qui vous fasse perdre au corps à corps. Bon, c'est quand même un petit peu plus dur à trouver. Ce pavé-là va pouvoir tenir l'objectif du centre, la tour du centre, etc. Donc ça rapporte aussi des points de victoire. Donc vous avez quand même des pavés de base qui sont rondement menés. Le grand drapeau rouge chez les boys, qui permet de les monter à la CC de 4, qui permet de monter au Gdruz à CC 5 et qui vous donne plus un au RC. Donc ça j'aime bien le mettre en général sur le pavé qui accueille un général ou un peu une espèce de système des stars. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon après c'est pas non plus une des stars de l'enfer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. 5 gobelins sur loup avec fuite feinte, lance de cavalerie et bouclier. Alors je leur ai volontairement pas mis l'armure légère parce qu'en fait les 5 points j'ai préféré les claquer pour la lame ardente pour sortir la mégère d'une mauvaise situation. Et en fait, les gobelins sur loup, je me dis que si vraiment ils sont en front line à absorber des tirs ou à bloquer ou à faire des écrans pour permettre à mon char de passer à travers avec la règle d'escorteur de char qui fait que vous voyez à travers vos escorteurs, votre ennemi, lui, ne peut pas tracer de ligne de vue à travers. Donc en fait, vous vous mettez devant la ligne de gros tireurs qui fait mal et qui va vous mettre une contre-charge absolument abyssale. Vous balancez vos loups devant, vous mettez votre Jérôme derrière sur char, vous chargez, il ne peut pas tirer en contre-charge puisqu'il ne vous voit pas. Il n'a même pas le malus de couvert ou quoi que ce soit. Et du coup, votre char en fait arrive free dans le pavé quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça peut permettre de en balançant la règle de la régénération améliorée sur ce pavé-là, d'absorber une quantité colossale de tir avec cette fameuse régène. Donc plutôt bien. Et la fuite feinte, j'aime beaucoup la jouer, parce que je trouve que ça apporte vraiment un gros plus à l'unité, qui peut aller se redéployer, qui peut s'amuser à aller se balader, etc. etc. À fuir volontairement une charge, mais à se retrouver, à se rallier devant le petit pavé d'escorteur, etc. Qui lui pourra pas faire de contre-charge, ou enfin, escorteurs, ça dépend. Si c'est les pistolets, ils peuvent, mais les escorteurs avec arquebus, je ne crois pas qu'ils aient tir rapide. Donc on peut se retrouver à aller choper des petits pavés comme ça tout en ayant fui une charge avant. Donc ça apporte quand même un vrai bonus.
Le troll tout seul avec l'arme de base. Alors là, c'est parce qu'en fait, j'avais pas les points pour payer l'arme lourde. Donc lui, pareil, le redéploiement, la redirection, le blocage, tutti quanti, quoi. Donc, tout ce dont on a parlé avant. La bande d'orques sur sanglier, alors là, c'est la version gentille. Là, ils sont pas en costaud, ils sont pas avec une bannière de carnage, etc., etc. Là, c'est vraiment la version smart bébou. Mais si vraiment vous voulez pousser, vous pouvez mettre à l'intérieur un chef orc avec grande bannière, une amulette verte luisante sur un de plus, je dissipe tous ces sorts. Donc ça sera vraiment la faiblesse, c'est les sorts de blast qui vont vraiment faire mal à la horde de trolls. Là pour le coup, sur un de plus, il n'y a pas de blast. Vous avez une régène relançable. Vous pouvez mettre une bannière de carnage et les monter à force 6 en costaud, c'est complètement con. Vous pouvez leur mettre du drapeau rouge, de la bannière WAG, enfin vraiment, vous pouvez faire aussi une Destar autour de ça. Je ne l'ai pas fait volontairement parce que, à mon sens, ça poussait vraiment le niveau de la liste. Et là, pour le coup, c'est une liste White Dwarf qui est censée plus apporter des parties, on va dire, didactiques de début, voilà, pour passer un moment un peu plus chill. Mhm. Et ensuite, le troll de pierre, encore, le troll classique tout seul, encore une fois, avec l'arme lourde. Et lui, pareil, un petit électron libre, mais là aussi, lui va pouvoir taper avec force 7 et PA4 sur un 6. Donc, n'oubliez pas aussi d'ailleurs que ce perforance s'applique sur le vomi. Quand vous faites votre vomi qui, après les attaques de piétinement, si je ne m'abuse, c'est un force 3 PA2. Sur un 6, vous montez à force 3 PA3. Ça peut apporter aussi des petits points de résultat de combat qui font plaisir. Donc là, c'est vraiment une liste où vous allez avoir un peu de tout. Vous entraînez aussi à utiliser cette fameuse règle de la panique volontairement foirée, du redéploiement avec la fuite feinte, et aussi elle vous permet d'affronter globalement tout en fait. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait un tour assez complet de l'ordre de troll, hein. L'idée c'était surtout voilà, de vous proposer quelque chose, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, qui est assez didactique, mais surtout quelque chose qui de un vous donne envie de l'essayer, et qui peut-être vous permet d'avoir une autre vision que simplement celle qu'on peut avoir entre guillemets en première lecture, en lecture on va dire indépendante du livre de cet arcade journal, sans le corréler au livre de règles. Comme on l'a dit, il est vrai que si on est objectif et honnête sur la communauté, il y a quand même souvent des petites lacunes, pour dire ça poliment, sur les règles de base. Et effectivement, cette horde de trolls voit tout son potentiel se mettre en place, se déployer quand on a une excellente connaissance des règles de base. Donc je pense que je parle en nos noms à tous les deux en disant qu'on ne peut que vous encourager de 1 à l'essayer, mais de 2 surtout à la reprendre avec le livre de règles à côté, et en essayant de voir comment, avec quelques règles simples et quelques limitations simples, Games a fait de ces unités peut-être un petit peu boudées ou un petit peu de seconde zone, et une armée qui est tout à fait viable et qui vous permet de faire plein de choses. Oui, exactement. Et puis même encore une fois, comme je disais juste avant, pendant la présentation de cette liste-là, si vraiment vous voulez aller pousser, vous avez des capacités qui sont inatteignables avec par exemple la grande armée de base, hein. Là, c'est ce que j'avais fait avec mon pavé de Goret, qui se retrouvait avec, je sais plus combien j'avais d'attaques, mais c'était abominable, en force 6 avec la bannière de carnage sous double régène. Ce pavé-là, même quand le gars dit je jette mes fanatiques, c'est une des rares armées du jeu qui fait ok, vu et s'en fout quoi. C'est quand même assez terrible. En tout cas, Raph, merci beaucoup d'avoir pris le temps entre deux batchs de production pour m'accompagner sur cette petite review. Bah écoute, là c'était surtout du changement de plaquette sur la nouvelle Carlin Mobile, là en ce moment. Oh. Et on se retrouve comme toujours la semaine prochaine alors, je pense qu'on était d'accord, pour un focus Wagnomad. Wag Nomad, après il risque d'être un peu moins long, hein. On va être honnête, la Wag Nomad, il y a un petit peu moins de subtilité, quoique avec Kiknik, des surprises. Mais il sera peut-être un peu plus court, mais on saura expliquer pourquoi. Oui, c'est ça. C'est une armée qui, pour le coup, c'est pour ça que je l'ai moins joué et beaucoup moins joué que la Horde de Trolls. C'est une armée qui est beaucoup moins versatile. Mais vous découvrirez tout ça la semaine prochaine, dans un mois. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, salut!
se lève, l'air tout vaseux. Un troll commun, c'est simple et creux. Il bave un peu, il pense à rien. Il suit le groupe et ça va bien. Quand elle tape, tout le monde se tait. Quand elle grogne, faut obéir. Un coup de massue et c'est réglé. Le clan sait bien qui fait rougir. La mégère mène la danse. La mégère mène la danse. Dragon au four sieste en cadence. Dragon au four sieste en cadence. Tueur néant, venez si vous voulez. Vous voulez, On vous tabasse, puis on va dormir. puis on va dormir. Le troll de pierre, massif, tranquille. Rien ne l'émeut, rien ne le plie. Il a la tronche, dur comme un bloc. Et dans sa tête, c'est tout en quai. Le troll d'eau pue, les roseaux, le poisson mort et les gros radeaux. Il sort du trou, ça sent la cale. Même les sangliers trouvent ça sale. Quand elle tape, tout le monde se tait. Quand elle grogne, faut obéir. Un coup de massue et c'est réglé. Le clan sait bien qui fait rougir. La mégère mène la danse. La mégère mène la danse. Dragon au four sieste en cadence. Dragon au four sieste en cadence. Tueur nain, venez si vous voulez. Vous voulez, On vous tabasse, puis on va dormir. puis on va dormir. Un dragon passe, ça fait des flammes. On court partout, puis c'est la drame. Mais pour le rôtir, quel beau festin. Après la chasse, on dort enfin. La mégérie que les commandes, sa lourde ombre tombe sur la bande. Un troll de pierre casse un rocher, le commun bête à bâche. La mégère mène la